Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de choisir ITV. C'est l'heure des informations et voici les titres. Les accidents vasculaires cérébraux sont un problème de santé publique. Les AVC touchent de plus en plus de Sénégalais. C'est une maladie de la civilisation qui se développe du fait des changements d'habitudes alimentaires, la pollution, le tabagisme, la sédentarité, entre autres. Immersion ce soir au service neurologique du centre hospitalier de Fann. Une conférence avec des experts sénégalais de la diaspora pouvant apporter leur contribution dans le contexte de l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est ce qu'annonce le ministre en charge du secteur. Quelques 200 hauts cadres sénégalais sont recensés dans le monde et travaillent pour les plus grandes compagnies pétrolières et gazières. Le péril plastique gangrène le Sénégal. La loi sur les sachets va être révisée et sera étendue à tout type de matière plastique qui pollue l'environnement et la nature. En prélude au Gamou de Tivaouane, du matériel de nettoiement a été par ailleurs déployé dans la ville sainte. Et puis le Sénégal prépare les Jeux olympiques de la jeunesse et mise sur le noble art, la boxe, pourtant moribonde dans le pays. Toutefois, des initiatives salutaires sont en cours avec la mise sur pied de nouvelles infrastructures sportives. Nous irons à la découverte de Cœur Champion, du champion Souleymane Bey. Le développement de tous ces titres dans un petit instant. En bref, un homme d'une trentaine d'années a mis fin à ses jours en s'immolant par le feu à Diourbel, au quartier Cheikh Anta. Le corps sans vie et calciné a été retrouvé par la police qui a immédiatement ouvert une enquête. Nous y reviendrons avec notre reporter sur place. Au même titre que le diabète, l'hypertension, les arthroses, les AVC sont des maladies métaboliques qui ont explosé du fait des changements de mode de vie. Chaque année, 15 millions de personnes font un AVC dans le monde, très handicapante. La pathologie n'épargne pas le Sénégal. Les premières heures de l'accident sont précieuses pour sauver des vies. Ce 29 octobre, c'est la journée mondiale de sensibilisation sur les accidents vasculaires cérébraux. Nous sommes allés prendre le pouls, notamment au service de neurologie de l'hôpital de Fann, qui accueille en ce moment beaucoup de malades. C'est un reportage de Amagor Robernian et Séléman Diallo. Lentement, elle marche avec les séquelles d'un accident vasculaire cérébral, un AVC survenu en plein sommeil, et depuis, sa vie a basculé. Il y a un mois de cela, d'ici la fête du Magal, quoi. C'est là où ça s'est produit. Et ça s'est survenu. Voilà. Ça s'est manifesté par des sommeils longs. Je me fatiguais des fois. Je tombais, je me relevais, je me tombais, je me relevais. Et puis voilà. C'est comme ça que ça s'est survenu. L'expression difficile, cette victime d'AVC est prise au dépourvu par une maladie maligne, mais qui reste un tueur silencieux. L'accident vasculaire cérébral, d'abord, comme son nom l'indique, c'est un accident, ça veut dire que ça survient de façon brutale, touchant la tête en rapport, c'est pourquoi d'où le nom de cérébral, et vasculaire pouvant toucher un territoire, pouvant être d'origine artérielle ou veineuse. Mais classiquement, le territoire artériel est plus fréquent que le territoire veineux. Donc comme c'est un accident qui survient de façon brutale et qui touche la tête, tous les symptômes surviennent de façon brutale. Le symptôme le plus courant de l'AVC est une faiblesse subite ou une perte de la sensibilité de la face ou d'un membre, la plupart du temps d'un seul côté du corps. Les autres sont la confusion mentale, la difficulté à parler ou encore des troubles de la compréhension. Dès l'apparition de ces premiers symptômes, le malade doit être acheminé rapidement à l'hôpital.
Donc quand on a des symptômes en rapport avec des troubles du langage, ou bien le malade ne peut pas parler, ou bien on a une paralysie d'un des membres, ou bien d'un hémicorps, ou bien le malade dort d'un coup, d'emblée de façon brutale, il faut amener le malade le plus rapidement possible. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire peut-être à défaut, mettre le malade en position latérale de sécurité. Mais il faut amener le malade le plus rapidement possible à l'hôpital pour qu'on puisse lever une urgence absolue, comme par exemple une hypertension artérielle qui est là, qui est maligne, ou bien pour faire des mesures de réanimation. Parfois lié à l'alimentation ou à l'absence d'activité physique, l'AVC peut survenir chez les personnes âgées comme chez les jeunes. Mais c'est des causes qui surviennent à tout âge. Chez l'enfant, on peut l'avoir en cas de drépanocytose également, et on peut avoir également chez l'adulte jeune. Les conséquences de l'accident vasculaire cérébral dépendent de la partie du cerveau touchée et de la gravité de l'atteinte. Un AVC très grave peut même entraîner la mort. Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les AVC frappent dans le monde une personne toutes les 5 secondes. Nos vies sont faites de malheurs, mais elles continuent. La capture de la dividende démographique qui se rapporte à la productivité de la population est au centre d'un atelier initié par le consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. C'est en collaboration avec l'Université de Thiès. Beaucoup de pays, dont le Sénégal, sont dans une dynamique relativement optimiste dans le domaine de la santé notamment. Toutefois, la pression démographique en Afrique est un facteur qui édulcore beaucoup les résultats à l'UNCAN. Les pays africains ont commencé à développer une politique de développement socio-économique basée sur la notion du dividende démographique. Des avancées significatives sont notées dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes qui s'appuient sur le facteur démographique. D'ailleurs, beaucoup d'États, dont le Sénégal, ont connu des acquis importants en matière de capture du dividende démographique. Aujourd'hui, il y a moins de femmes qui accouchent, qui meurent en donnant naissance à un enfant. Les enfants qui naissent ont plus de chances de vivre. Les enfants de 0 à 5 ans ont également plus de chances de vivre. Et au-delà de cette politique de santé maternelle et reproductive, nous avons mis en place un système éducatif qui leur permet de pouvoir accéder à des crèches maternelles pour ceux qui n'ont pas les moyens. Le thème de cette conférence du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle est la capture du dividende démographique pour l'atteinte des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et de celui de 2063. La croissance démographique en Afrique pourrait constituer un frein pour l'atteinte des résultats. Disons, puisque la population jeune est forte, mais ça peut être c'est pas forcément, ça peut être une opportunité si nous mettons les dispositions, comme le dirait M. le directeur de cabinet, les dispositions idoines pour leur donner assez de capacité en termes d'éducation, prendre soin en termes de santé. L'Afrique regorge de suffisamment de jeunes pour réaliser des projets économiques phares, mais il faudra les utiliser pendant qu'il est temps. La population est jeune, mais elle ne va pas rester jeune éternellement. Elle va rester jeune pendant un temps. Et si pendant ce moment, on ne met pas sa jeunesse au travail, c'est que dans 50, 60 ans, ces jeunes qui sont jeunes aujourd'hui, nous qui sommes là, nous serons des vieux. Cette rencontre internationale de 3 jours a réuni des spécialistes de renommée internationale qui exercent dans plusieurs domaines, dont l'économie, la santé et l'éducation. Les ressources naturelles nous apporteront plus de bien-être. Le Sénégal va devenir un pays producteur de pétrole et de gaz, mais sur le chemin de la bénédiction, il faut mettre à contribution toutes les compétences sénégalaises, sans pour autant oublier la diaspora. Selon le ministre en charge du secteur du pétrole et des énergies, plus de 200 cadres de haut niveau servent en ce moment dans les plus grandes organisations et compagnies mondiales. D'ailleurs, une conférence avec les experts sénégalais de l'étranger est annoncée
pour janvier 2020. On écoute le ministre au micro de Oumar Kane. Nous manquons de beaucoup de choses, mais nous ne manquons pas d'experts. Malheureusement, ils sont souvent à l'étranger, dans la diaspora, et à un coût pour les rapatrier. Ils veulent tous rentrer. J'étais à Washington la semaine dernière. J'étais invité par les cadres sénégalais du FMI et de la Banque mondiale. Tenez-vous bien, nous en avons plus de 200 au FMI et à la Banque mondiale. Cadres de haut niveau, tous. Et dans le domaine du pétrole et du gaz, c'est pareil. Chaque fois que je voyage, je rencontre des Sénégalais qui sont dans les plus grandes compagnies dans le monde et malheureusement qui ne trouvent pas la voie pour rentrer, qui connaissent le chemin, mais qui ne trouvent pas la voie du salaire. C'est pour ça qu'il nous faut nous organiser pour pouvoir attirer toute cette expertise. Et en janvier, nous projetons d'organiser une conférence de cette diaspora, justement, pour leur faire connaître les opportunités et essayer de trouver des solutions. Le monde est donc immense au-delà de nos murs d'habitation. Les défis et opportunités économiques liés à l'exploitation des ressources naturelles, c'est la question qui a été soulevée par des membres de la société civile sénégalaise et des organisations non gouvernementales. À leur échelle, elles ont pointé une mauvaise maîtrise des enjeux du pétrole et du gaz par les populations. Alioune Kane et Sidignan. C'est presque tout le secteur du pétrole et du gaz qui a répondu à l'appel de la société civile sénégalaise. Au menu, les enjeux des ressources, des enjeux auxquels la population semble mise à l'écart. On a aujourd'hui les exploitants, les entreprises exploitantes, on a le secteur privé national, la société civile et l'État. Je crois que c'est l'ensemble des familles qui gravitent autour de la question. Donc on a dit transparence, concertation, mais aussi l'implication des populations dans ce processus. Parce que tout doit partir des populations et tout doit retourner aux populations. Mais aujourd'hui, les populations sont presque en marge de ce processus-là. Elles n'ont pas la bonne information. Au terme de cette rencontre, on devrait s'attendre à identifier des pistes de collaboration entre l'ensemble des familles d'acteurs, des pistes de monitoring de toutes les législations sur la question. Essayer de voir quelles sont les pistes pour que les citoyens qui sont dans les villages, dans les quartiers, s'approprient la question. Le ministre du Pétrole et des Énergies invite les participants à réfléchir sur deux défis importants, l'enjeu géopolitique et géoéconomique. Nous partageons la ressource, son exploitation avec la Mauritanie et c'est extrêmement important de vous pencher sur cet aspect qui peut être déterminant pour la suite. D'habitude, les pays qui exploitent ensemble une ressource, c'est le meilleur moyen pour eux d'éviter de s'affronter sur un autre terrain. Les Sénégalais doivent en être conscients, il y a un enjeu géopolitique extrêmement important. Il faut le cerner, le maîtriser et le traduire dans nos actes. Il y a un défi également géoéconomique avec ces partenariats que nous développons avec des multinationales qui ont des tailles supérieures à celles de nos États en termes de richesse. C'est à nous de nous doter des capacités pour pouvoir les challenger et faire face, parce que ce n'est pas une réunion ici de la Croix-Rouge, c'est une réunion des investisseurs qui viennent faire des affaires au Sénégal face à un gouvernement du Sénégal, à des compagnies sénégalaises. Si nous ne comprenons pas cet enjeu également, nous passerons à côté de quelque chose d'essentiel. L'objectif de la rencontre était d'échanger sur les voies et moyens de mettre davantage les Sénégalais au parfum des enjeux de leurs ressources naturelles. À ce qu'il y ait véritablement un bond en avant qui permet... Le Conseil économique, social et environnemental a des avis sur le pétrole et le gaz et sur bien d'autres questions. L'institution a ouvert sa deuxième session ordinaire qui court jusqu'au 13 décembre. Plusieurs sujets de société seront abordés par des panélistes. Le civisme, qui est actuellement une denrée rare au Sénégal, les occupera, de même que la sécurité routière. La présidente du Conseil économique s'est exprimée au micro de Alioune Gaye. Tout au long de ces semaines également, aborder une question centrale, c'est d'ailleurs le thème central de notre session, c'est le civisme et la citoyenneté. Le président de la République a plusieurs fois parlé de la question, qui est une question centrale. Il s'agit justement d'étudier et de discuter
sur les programmes, les perspectives qui vont permettre quand même de renforcer le civisme dans notre pays, que ce soit sur les questions liées à la discipline, pour ne pas dire l'indiscipline routière, les questions liées au désencombrement, aux questions liées également à l'occupation anarchique de l'espace. Donc le Conseil et les conseillers envisagent justement d'inviter d'abord le ministre en charge et également le ministre en charge de la jeunesse, puisqu'il s'agit d'interpeller aussi notre jeunesse. Le Conseil a été également saisi par le président de la République cette fois-ci sur la question de la modernisation de l'administration. Et effectivement, nous discuterons également avec plusieurs acteurs étatiques pour formuler également un avis. Voilà donc ce qui nous occupera d'aujourd'hui jusqu'au 13 décembre prochain. Les voies de la politique sont souvent insondables. La preuve, le limogeage de Moustapha Diakhaté, puni pour sa liberté de ton peut-être un peu trop grande, qui interpelle donc sur les rapports entre le président de la République et ses ministres conseillers. D'après Amsatou Sow Sidibé, qui a connu le même sort il y a quelque temps, le conseiller doit dire la vérité. En d'autres termes, il ne doit pas être un courtisan. Le professeur estime qu'il faille ouvrir des plages régulières de discussion entre collaborateurs. Nous l'écoutons au micro de El Hadj Malick Cissé. On ne peut pas conseiller quelqu'un en se limitant à le regarder. Il faut communiquer par écrit ou par la parole. C'est important. Il est préférable de le faire directement avec l'intéressé, le président de la République. D'où l'intérêt pour le président de la République et pour l'équipe de se retrouver au moins de temps en temps pour communiquer. C'est important. Le conseiller doit dire la vérité au président de la République. Maintenant, il y a l'autre idée, c'est que quand le conseiller n'est pas du tout en mesure de rencontrer le chef de l'État, c'est là où se créent les difficultés. Parce qu'il y a des vérités qui sont absolument importantes à dire lorsqu'on est ministre conseiller. J'imagine qu'un ministre conseiller ne doit pas rester à se tourner les pouces, mais il doit être pertinent au président de la République. Maintenant, qu'est-ce que le ministre conseiller doit pouvoir dire? C'est ce qu'il faut dire. Et c'est une question de choix. Il lui appartient d'apprécier et de voir ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Le principe, c'est que c'est la vérité. Évidemment, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais le principe, c'est la vérité et de se parler. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, encore des bisbilles à l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Les agents arboraient ce matin des rubans rouges vifs qui symbolisent un grand mécontentement, mais qu'on exprime toujours de manière civilisée. Dans cette agence d'exécution, les levées de boucliers sont récurrentes. Cela dénote d'une chose, la crise s'est incrustée là-bas, aggravée par une forme d'indigence qui déteint sur les travaux et la collecte des données chiffrées. Serge Manel, chargé des revendications syndicales, est interrogé ici par Mamadou Bipa Sissoko. Donc, ce matin, le personnel a sorti pour 3 raisons au moins. La première, elle est consécutive à un constat d'échec. La deuxième raison qui a motivé cette sortie, c'est que le personnel de l'ANSD, une bonne partie du personnel que nous appelons les contractuels, le personnel contractuel, les prestataires de services, ils sont restés sans salaire. Ils sont restés sans salaire. Aujourd'hui, c'est le 29. Donc, on peut dire qu'ils sont restés 2 mois sans salaire. La troisième raison, c'est de façon générale, parler du financement de nos activités, de la statistique, qui souffre énormément. Car, à titre illustratif, je peux donner l'indice des prix à la consommation. Aujourd'hui, les collectes des prix ne se font plus en milieu rural. Donc vous voyez ce que ça a eu comme impact en termes de méthodologie, de robustesse et même de fiabilité de nos productions. Nous revenons sur le Conseil économique et social. Lors de sa deuxième session ordinaire, l'institution s'est penchée aujourd'hui
sur l'acte 3 de la décentralisation. Certains conseillers ont noté des failles dans la décentralisation. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire en est conscient et va apporter des solutions. Voici le compte-rendu de Alioune Gueye. Le Conseil économique, social et environnemental veut contribuer à l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. La décentralisation des collectivités territoriales, une initiative qui tient à cœur au président de la République. Nous avons passé en revue toutes les problématiques liées à l'acte 3 de la décentralisation, qui est donc une très bonne décision du président Macky Sall avec la communalisation intégrale. Parce que comme vous le savez, il n'y a plus de communauté rurale. Le Sénégal maintenant, il n'y a que des communes. Il y a 557 communes et villes. Et 42 départements, cela fait 599 collectivités territoriales. Et la participation du Conseil économique et social, de par leur contribution, de par sa contribution, sera donc mise à profit pour le document final portant évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Les différents conseillers qui se sont succédés à la tribune ont dénoncé des failles dans le processus. Le ministre, conscient de cette situation, pense apporter des solutions. Les problématiques liées à la décentralisation, la territorialisation des politiques publiques, la fonction publique locale, également le financement des collectivités territoriales, les questions liées à l'aménagement du territoire, toutes ces questions, toute cette problématique donc a été revue, revisitée et des solutions proposées et préconisées. L'aménagement du territoire, une préoccupation de l'État du Sénégal. Alors ce plan national d'aménagement et de développement des territoires est extrêmement important et attendu. Le président Macky Sall a décidé au début du mois de décembre de présider une rencontre présidentielle en vue de sa validation. C'est un plan nécessaire parce qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas un plan d'aménagement de son territoire. C'est la base même du développement. Toutes les questions liées à l'éducation, toutes les questions liées à la santé, toutes les questions liées aux infrastructures routières, autoroutières, aéroportières, portuaires, ferroviaires, etc. Tout cela, c'est l'aménagement du territoire qui doit organiser cela à partir de maintenant jusque vers les années à venir, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, voire même 50 ans. Le président Macky Sall a lancé l'acte 3 de la décentralisation en 2013 pour le transfert des compétences. Depuis, beaucoup de communes peinent à tirer leur épingle du jeu et les populations crient le ras-le-bol. Le Conseil économique, social et environnemental joue sa partition en se penchant sur les maux des collectivités territoriales. L'aménagement du territoire a un rapport évident avec l'environnement. Le péril plastique touche le Sénégal de plein fouet. Pourtant, une révision de la loi en la matière est en vue. Le ministre du Développement durable souhaite étendre le champ d'intervention de cette loi sur les autres matières plastiques qui vont au-delà du plastique à faible micronage. Dans la foulée, Abdou Karim Sall a procédé à la remise de matériel de nettoiement à Tivaouane où il a été reçu par le khalife général des Tidjanes, Isidore Alexandre Sen et Khar Ndiaye. Le khalife général des Tidjanes s'inquiète des actes qui ont tendance à dégrader l'environnement et Serigne Mbaye Sy Mansour s'en est ouvert à l'autorité. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est réjoui des encouragements du calife concernant la politique de reboisement engagée par le ministère. Parlant de la loi sur l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage, une révision est en vue. En visite à Tivaouane, le ministre a apporté son soutien en matériel de nettoiement, histoire de rendre la cité religieuse accueillante le jour du Maoulid. Nous prendrons le BRT en 2022 s'il n'y a pas de dérapage et ça va coïncider avec les JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse qui sont prévus
à Dakar, mais on peut se rassurer avec les constructeurs chinois d'habitude si méticuleux. Le BRT va coûter 300 milliards. Les financements sont en grande partie assurés par la Banque mondiale. Les travaux ont été lancés hier dans la grande banlieue dakaroise. Boudal Ndiaye. C'est dans une grande ambiance que le président Macky Sall a été accueilli à Guédiawaye pour procéder au lancement officiel des travaux du bus Rapid Transit. D'un coût global d'environ 300 milliards de francs CFA, le BRT possédera un parc riche de 144 bus articulés qui transporteront jusqu'à 300 000 voyageurs par jour, avec un temps de parcours réduit de moitié entre la banlieue et le centre-ville de Dakar, la gare routière de Petersen en centre-ville dakarois. Ce bus BRT pourra transporter quotidiennement 300 000 voyageurs. Ce système de transport collectif, moderne et confortable, mais également sûr et régulier, et qui sera à un prix abordable, permettra de réduire de moitié le temps de trajet entre Guédiawaye et Dakar. Le BRT va concerner 14 communes dans la région de Dakar et permettra la fluidité du transport à Dakar et sa banlieue. De Golfe Sud, de Sam Notaire, mais aussi ici à Guédiawaye, de Wakhinane Nimzatt qui va accueillir le centre de dépôt. Mais le BRT va traverser dans le département de Dakar les communes de Cambérène, Parcelles Assainies, Patte d'Oie, Grand Yoff, Dieuppeul Derklé, Sicap Liberté, Mermoz Sacré-Cœur, Grand Dakar, Point-E Amitié, la commune de Fass, Colobane Gueule Tapée, Médina et enfin Dakar Plateau. Il s'étendra sur une longueur de 18,3 km pour un temps de parcours estimé à 45 minutes. Ce projet réalisé sur un linéaire de 18 km à partir de cette plateforme où sera érigé le pôle d'échange multimodal de Guédiawaye. De surcroît, ce projet est d'un coût de 300 milliards. Bus Rapid Transit va transporter 300 000 voyageurs par jour et créer plus de 700 emplois. Ce projet va contribuer à la fluidité du transport. Le lancement officiel de ce joyau a été une occasion pour les responsables politiques de Guédiawaye de se donner la main. En deux petits mots sur l'international, la Guinée-Bissau, où le président José Mario Vaz a limogé le gouvernement en place et enfonce davantage le pays dans la crise politique. Des incertitudes planent plus que jamais sur la tenue de la présidentielle prévue en principe le 24 novembre. Au Liban, le Premier ministre Saïd Hariri a lui démissionné ainsi que son gouvernement alors que le pays du Cèdre vit une révolte populaire sans précédent qui réclame le départ de toute la classe politique qui aurait ruiné le pays. Le noble art est l'autre nom qu'on donne à la boxe, popularisé par le combat historique Ali Foreman en 1974. Mais chez nous, la discipline est dans une situation épouvantable qu'il faut des efforts quasi surhumains pour la relever. L'Académie de boxe du triple champion du monde Souleymane Bey est en cela une lueur d'espérance. Les espoirs sénégalais s'y préparent d'ailleurs en vue des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 réservés aux athlètes âgés de 15 à 18 ans. C'est un reportage sur place aux Almadies de Moustapha Gabar Diop et Augustin Manna. Il a été 2 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde.
Fraîchement à la retraite, Souleymane Bey a ouvert à Dakar une académie, un cadre inspiré des boxing gyms new-yorkais. Une reconversion dans le coaching pour former la nouvelle génération des boxeurs sénégalais. L'académie a été créée pour permettre de transmettre l'expérience et le vécu de la boxe de Souleymane Bey aux jeunes athlètes sénégalais. C'est le principal objectif. Ensuite, nous voulons également participer au développement des autres sports de combat au Sénégal. La boxe a toujours eu une grande place ici au Sénégal, Maintenant, c'est vrai qu'un petit peu, elle se meurt. Mais au contraire, c'est donné après la boxe, les sports de combat. Il faut qu'on ait une chance et une place à tout le monde, surtout notre jeunesse. Et quand on accueille Dakar 2022, donc je ne vous dis pas l'enthousiasme et l'encouragement qu'on a envie de donner. Âgé de 25 ans, Idrissa pratique la boxe depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est sur sa carrière professionnelle qu'il se concentre sous la supervision du staff de Cœur of Champions. Récemment sorti victorieux de son premier combat professionnel en France. Pour lui, c'est un honneur de recevoir les enseignements d'un ancien champion. Il a tellement d'expérience que moi, avec mon engagement, mon envie, l'amour que j'ai pour la boxe, donc lui, il peut me mettre sur la touche, il dit, faut pas faire ça, et pour devenir champion, c'est ce qu'il faut. Donc, j'essaie de le suivre sur ce lancer, je suis sur une autre dimension tellement professionnelle, tellement encadrée que je me dis, voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Comme lui, ils sont près d'une vingtaine, logés et nourris par l'académie. L'académie entend également permettre l'éclosion des métiers liés au sport. En fin de compte, c'est donner un petit peu la chance à tous les sportifs, mais par le biais du sport, on retourne à l'école. Parce que tout le monde ne sera pas un numéro 1, mais tout le monde peut accompagner un numéro 1. Et donc l'avantage de ça, c'est-à-dire que même si on n'est pas sportif, on va dire champion, mais on peut être kiné, par le biais du sport, on peut être entraîneur sportif, arbitre, et tout ça, c'est des formations qui emmènent ce sport, et ça permet de voyager à l'Occident, mais en bonne et due forme. La plupart des licenciés de Cœur of Champions sont des femmes. Les enfants sont aussi les bienvenus. On commence à bas âge pour donner cette discipline qu'on connaît en boxe, avec tout le fair play qu'on a, même s'il y a deux hommes qui se tapent dessus. Et donc c'est toute cette discipline, c'est toutes ces valeurs qu'on a envie de donner aux enfants, à tout le monde, pour que demain, voilà, d'une, dans la vie, on s'en sort grandi en tant que femme et homme, et puis demain, pourquoi pas avoir des grands champions. Ça ne fait pas de doute, ITV boxe dans la cour des grands. C'est la fin de ce journal. Dans un court instant, la météo, suivie des évocations exemplaires du professeur Songué Diouf, et puis Khalifa Diakhaté tiendra l'antenne en direct dans Kenou Askanui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À demain.